bienvenue dans ce nouveau webinaire du service informatique de la Fédération. Aujourd'hui, 13 mai 2014, le sujet qui va être abordé aujourd'hui sera comprendre la méthode de handicap. Donc une explication on va dire la plus simple possible de la notion de handicap et de la manière dont celui-ci est calculé, le handicap ou ce qui est aussi couramment appelé l'index des joueurs. Alors le cours d'aujourd'hui va s'articuler sur ces paragraphes-ci. On va d'abord aborder tout simplement la notion de handicap et de résultat net, ce sont les bases en fait du cours d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de handicap et de net dans le golf, voir comment on évalue la difficulté des terrains. Ensuite, comprendre comment ce qu'on appelle le handicap de jeu d'un joueur est calculé. Le handicap de jeu étant le nombre de points que l'on accorde à un joueur pour calculer son résultat net. Ensuite, nous verrons comment est calculé un résultat net Stableford, qui est lui-même la base pour le calcul de l'évolution d'index, donc calculer la progression et la régression d'un joueur. On donnera à la fin quelques références pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Bien, alors, la première information importante à donner, c'est la notion de handicap. En golf, nous avons une grande chance qui est de pouvoir comparer sur une partie de golf des joueurs de niveaux très différents. Et pour ça, on s'appuie sur une valeur chiffrée qui est le handicap. Le handicap est une valeur qui va aller de 54 pour le joueur non classé, à 0, voire parfois descendre en dessous de 0 pour les meilleurs joueurs amateurs français, le meilleur étant actuellement, le meilleur index étant, je crois, Julien Brun, avec un index de moins 5,1. Alors, cette valeur de handicap, autrement appelée l'index, est une valeur qui permet de situer le niveau de jeu d'un joueur. Et alors, si je dois présenter ça de manière schématique, un joueur non classé, un joueur qui serait 54, on attend de lui qu'il joue sur un parcours de golf le par du parcours plus 54, schématiquement. Plus on est bon dans la pratique du golf et plus le handicap descend. Un joueur de 0 de handicap, on attend de lui qu'il joue le par. Et à l'inverse, un joueur qui serait moins 5, par exemple, on attend de lui qu'il joue 5 en dessous du par. Donc c'est une explication assez simplifiée, mais elle permet de comprendre un peu ce que c'est que cette notion de handicap. Alors, le résultat net d'une compétition en golf est un résultat qui permet de comparer des joueurs de niveaux très différents en laissant à chacun une chance de gagner. Pour cela, on s'appuie sur la valeur de handicap. Le résultat net, schématiquement, ça va être le résultat brut, le score trou par trou réalisé par le joueur auquel on va défalquer son handicap. On va retirer sa valeur de handicap. Donc, vous comprendrez que des joueurs les plus faibles ayant le handicap le plus haut, on va leur retirer plus de points, à l'inverse des meilleurs joueurs à qui on ne retirera pas énormément de points. Et le meilleur étant celui qui a le moins de coups au final. Donc voilà pour une explication très schématisée, très vulgarisée de cette notion de handicap appliquée au calcul du résultat net, qui est quand même un des intérêts majeurs de la pratique du golf en compétition, c'est que quel que soit son niveau, on peut être confronté à des joueurs bien meilleurs que soi, mais conserver une chance de gagner un prix. Bien, alors cet index handicap est une valeur qui évolue en fonction des performances et des contre-performances constatées pour un joueur. À chaque compétition individuelle réalisée pour un joueur, on va évaluer cette performance ou cette contre-performance et celle-ci va être présentée dans un historique d'index qui va historiser les différents tours de compétition joués et qui va marquer la progression d'index. Donc là, j'ai pris un historique d'index d'un joueur qui joue assez régulièrement. Vous avez pour chacune de ces compétitions jouées, je vous montrerai ça plus en détail un petit peu plus tard, donc une ligne qui s'insère avec une nouvelle valeur d'index qui est calculée
au fur et à mesure. La valeur d'index la plus récente étant celle qui lui est attribuée en temps réel. Il est important de comprendre qu'en golf aussi on raisonne en temps réel. La valeur de classement d'un joueur, son index, est calculée dès lors que les scores ont été transmis par un club organisateur de compétition à la base fédérale Fléole. Le calcul se fait en quelques secondes. Donc il n'y a pas de notion de mise à jour des handicaps une fois, deux fois, trois fois par an, comme dans certains sports. Chez nous, les handicaps, les valeurs d'index, les valeurs sportives des joueurs évoluent au coup par coup en temps réel à chaque compétition. Et cela produit un historique d'index. Vous avez un exemple sous les yeux. Bien. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'index va prendre une valeur allant de 54 pour les non classés à moins 5,1 pour le meilleur index en cours actuellement. Donc calculé sur les différentes compétitions jouées par ces joueurs. Une particularité, les index sont des valeurs normalement avec une virgule, sauf pour les joueurs qui sont au-dessus de 36, donc qui vont de 37 à 54. Pour tous ces joueurs de cette gamme-là, ce qu'on appelle la catégorie 6, ces joueurs auront des index arrondis. 37, 38, 39. Il n'y a pas de valeur 36,4 par exemple ou 43,2, ça n'existe pas. Ce sera 36, 37 ou 42. Je vous ai mis un exemple de résultat net d'une compétition. Vous voyez par exemple dans cette compétition, un championnat de jeunes, que le joueur qui gagne ne sera pas forcément le joueur qui fera le meilleur score en brut, mais en fonction, là par exemple, un joueur qui est 13,8 d'index va avoir gagné, on va dire, il a fait un meilleur score relatif en tenant compte de son handicap par rapport par exemple au joueur qui est quatrième actuellement dans ce classement qui s'appelle Tom Layet, qui lui avait gagné en brut. Ses résultats bruts sont meilleurs, mais si on retire le handicap sur ces 2 tours de jeu joués par le joueur qui gagne en net, le joueur réalise au total un meilleur score. Alors pour pouvoir calculer la performance d'un joueur, il y a une notion très importante, c'est l'évaluation de la difficulté du terrain sur lequel il joue. Ça, c'est la base. En fait, les joueurs se confrontent aux autres sur une compétition. Donc, on pourrait, comme tout le monde peut jouer le même parcours sur une compétition, on pourrait imaginer qu'on puisse se passer de savoir si le terrain est facile ou difficile. Après tout le monde joue le même terrain, donc on a un classement final qui nous donne, on va dire, l'ordre sportif. Maintenant, pour pouvoir calculer une valeur de handicap qui a du sens sur l'ensemble du territoire, et comme tout le monde ne joue pas le même terrain, il est très important de pouvoir évaluer la difficulté de chacun des terrains français, de manière à pouvoir compenser les progressions ou les régressions d'index en fonction de la difficulté du terrain joué. Ce n'est pas la même chose de faire une performance sur un terrain très difficile, de faire une même performance sur un terrain très facile. Donc, dans notre système de calcul des handicaps, la mesure de la difficulté des terrains est une notion très importante. Alors, la première chose qui permet de quantifier, de mesurer la difficulté d'un terrain, c'est une notion de base, c'est la notion de part. Le part d'un trou est calculé en fonction de sa distance. Je vous ai mis un petit tableau ici du vadémicum sportif. Schématiquement, tous les trous qui vont jusqu'à 235 mètres sont des parts 3. Alors, on fait une différence pour les dames, mais dans la réalité, les architectes de parcours s'arrangent pour que les distances entre les repères messieurs et les dames permettent d'avoir le même part sur chaque trou. Les trous qui vont de 220 à 450 mètres seront plutôt des parts 4, et les trous qui vont de 415 à l'infini, on va dire, seront des parts 5. Alors, pourquoi la borne 450 et 415 ne sont pas identiques? Tout dépend de l'architecture du trou, notamment son dessin. Je vous ai mis un petit exemple de trou sur une carte de parcours en dessous. Parfois, la présence d'un dogleg, c'est-à-dire d'un virage dans le tracé du trou, fait qu'un trou peut être très long, non, plutôt court, je vais dire, par exemple 415 mètres, mais être considéré comme un par 5 plutôt qu'un par 4, parce qu'il ne peut pas être, on ne peut pas toucher le green en 2 coups directement, comme le sont normalement les par 4. Bien, donc la notion de part par trou est fonction de la distance.
Et le par d'un parcours, le par d'un terrain, c'est la somme de tous les pars de tous les trous. Donc ça nous donne déjà une première indication. On sait que par exemple, il y a de grandes chances qu'un terrain de par 66 au total soit un terrain plus court, donc plus facile qu'un terrain de par 73. En la réalité, ça se vérifie quasiment systématiquement. Une telle différence entre les parts de parcours nous indique que ces terrains sont de difficultés très, très différentes. Pour autant, on va vite se rendre compte que la notion de part est insuffisante pour réellement évaluer la difficulté d'un terrain. Vous voyez notamment les bornes pour fixer les parts, elles sont plutôt larges. Alors imaginons un parcours fictif qui serait constitué de 18 par 4 de 225 mètres. Alors je vous fais grâce du calcul de la distance totale, mais on aura un par 72. Et un terrain voisin qui serait constitué de 18 par 4 de 400 mètres sera lui aussi un par 72, mais au niveau des distances, on va peut-être avoir 2 km de différence entre les deux. Donc, à part identique, on peut avoir des terrains qui ont des difficultés, qui présentent des distances et des difficultés qui sont très différentes. Donc, on va avoir besoin d'une deuxième valeur qui va préciser un petit peu le par. Si j'exagère, ce serait une notion que j'appellerais un par à la virgule. C'est ce qu'on appelle le scratch score standard. Le scratch score standard, c'est une valeur chiffrée à la virgule près qui dépend réellement de la distance constatée, plus de certains éléments de topographie et de présence d'obstacles. Donc c'est une valeur qui est fixée et qui va nous donner des précisions réelles sur la difficulté du terrain et notamment sa distance. Alors je vous ai pris deux exemples de terrains qui ont le même par. Ce sont deux par 72, donc il y a un terrain au château de Prague qui s'appelle le France-Luxembourg qui est par 72. Si on prend le repère jaune, ce par 72 pour les messieurs va avoir une distance de 6090 mètres des repères jaunes, ce qui va correspondre à un SSS de 72,13. Et puis un terrain de même par 72 pour Spéronne, donc en Corse, qui lui va être beaucoup plus court, 5265 mètres des jaunes. Donc vous allez voir finalement pour les messieurs, le SSS des jaunes va être beaucoup plus faible, 70,1. Entre 70,1 ici et 72,3, on a presque en fait une différence de 2 coups entre ces deux terrains qui, pour un repère identique, ont pourtant le même par. Donc le SSS est une valeur importante dans le calcul de la difficulté d'un parcours, puisqu'elle tient compte finalement de la distance réellement constatée. Pour autant, pour ceux qui connaissent par exemple ces deux parcours, on sait que la distance ne fait pas tout et qu'on va avoir besoin d'une troisième valeur pour réellement évaluer la difficulté présentée par un terrain. Imaginons deux terrains aux distances identiques, faisant par exemple 5700 mètres des repères jaunes pour les deux, mais dont la configuration sera radicalement différente. On aurait par exemple le premier terrain qui serait dessiné avec des fairways assez larges, assez peu d'obstacles, des grands greens, peu de bunkers, donc un terrain entre guillemets familial, loisir. Et puis comparé à un terrain qui serait peut-être exactement de la même distance pour un repère donné, mais qui serait lui un terrain dit de championnat avec des fairways étroits, des roughs épais, beaucoup d'obstacles, un tracé un peu sinueux, pas mal de doglegs, des greens étroits et bien défendus par des bunkers ou des obstacles d'eau. On pourrait avoir des distances identiques pour ces deux terrains, donc des SSS identiques. Pour autant, à jouer, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc on a besoin d'une troisième valeur qui va nous permettre de quantifier la difficulté amenée, parce qu'on va appeler les éléments variables ou invariables présents sur le terrain. Ce sont tous les éléments que j'ai cités, donc les obstacles, la largeur des fairways, tout ce qui va en fait perturber le joueur dans son jeu au-delà de la simple distance. On va même jusqu'à prendre en considération parfois des conditions météorologiques moyennes plutôt défavorables, par exemple à Étretat, dans la mesure de la valeur du slope
pour le terrain, on tiendra compte de la présence d'un vent dominant très fort qui peut gêner les joueurs. Alors, cette valeur de slope est un troisième élément qui entre en compte pour quantifier la difficulté d'un terrain. Alors, regardez par exemple, sur le terrain du Château de Price France-Luxembourg, on avait donc un SSS de 72,3 pour un repère jaune. On a un slope pour les messieurs de 127. Et j'ai pris un exemple un peu extrême, repère jaune du terrain de Pont-Royal, qui lui a un SSS inférieur, donc il est, on va dire, en théorie plus court, on peut le vérifier, 5742 mètres pour Pont-Royal, 6090 mètres pour France-Luxembourg, et pourtant un slope pour les messieurs de 144. Donc on peut imaginer que le tracé est beaucoup plus complexe à jouer à Pont-Royal que sur le château de Prague. Alors vous aurez remarqué également, sur la base de ces tableaux, que les valeurs calculées pour les messieurs et les dames ne sont pas les mêmes. On tient compte de la différence de portée de balle, la différence physique dans la pratique du jeu, pour essayer d'évaluer des valeurs qui permettent à des messieurs et des dames d'être comparés en net. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs de SSS et de slope qui peuvent être différentes pour les messieurs et les dames. Alors concrètement, la mesure de ces valeurs se fait par des étalonneurs dans chacune des ligues régionales qui ont donc été formés pour évaluer ces difficultés de terrain et qui se rendent donc sur le terrain avec des grilles d'évaluation et qui mesurent tout ce qui va rendre le jeu difficile, si je dois simplifier ainsi. Ces valeurs sont ensuite remontées à la fédération qui les enregistre dans sa base fédérale, ce qui nous permet d'avoir donc un système maintenant qui recense plus de 800 terrains ou combinaisons de terrains avec des valeurs chiffrées bien évaluées et qui permettent d'avoir pour les joueurs des valeurs de handicap qui sont comparables quels que soient les terrains sur lesquels ils jouent. Il n'y a pas de différence entre les joueurs qui jouent régulièrement des terrains difficiles et des joueurs qui jouent régulièrement les terrains faciles. Ce jeu de valeurs d'évaluation de terrain permet de rétablir un équilibre. Alors on va voir maintenant dans quelle mesure ces valeurs chiffrées interviennent dans le calcul du niveau sportif des joueurs. Alors, avant de jouer une partie, que ce soit en partie amicale ou en compétition, un joueur donc, qui a un certain index va avoir une évaluation de ce qu'on appelle son handicap de jeu, c'est-à-dire le nombre de points auxquels il a droit en fonction de son index et des valeurs chiffrées que je viens d'expliquer en fonction du repère qu'il va utiliser. Si le joueur, par exemple, part d'un repère jaune sur un terrain donné, on va aller regarder les valeurs de slope et de SSS du repère qu'il va jouer et on va appliquer par une formule savante un calcul qui va nous donner son handicap de jeu, c'est-à-dire le nombre de points que l'on va lui attribuer, que l'on va lui rendre. C'est ce qu'on appelle le handicap de jeu. Ce calcul, alors, il est un peu complexe, mais on va dire plus il est complexe mathématiquement, plus il a le mérite d'être juste. On va utiliser donc l'index du joueur, on va le multiplier par le slope du repère qu'il joue, on va diviser par 113. Alors, 113, c'est une valeur pivot. On s'appuie pour cette méthode de handicap sur le slope system, qui est un système mis en place aux États-Unis, et on va dire la valeur moyenne des slopes des terrains mesurés par ce système en Amérique du Nord est de 113, et le 113 est devenu finalement la valeur moyenne de slope universelle. Et on applique donc une règle de 3. On prend l'index du joueur, on multiplie par le slope du terrain du repère joué, on divise par 113, et ensuite on additionne à ça la différence entre le SSS et le par. Donc la première partie du calcul fait intervenir les éléments variables ou invariables du parcours, les obstacles si vous voulez, et la deuxième partie va faire intervenir plutôt la distance. Le tout arrondi nous donne une valeur que l'on va attribuer au joueur. Donc j'ai pris un petit exemple en dessous, un joueur qui va partir des repères jaunes du terrain d'Arcachon, dont le SSS est de 70,8 et le slope 125. On va calculer son handicap de jeu de la manière suivante, 25,4 multiplié par 125 divisé par 113, plus 70,8 moins 72, ça va nous donner 26,89 que l'on va arrondir. Ça nous donne 27 et le joueur aura droit à 27 coups reçus. Donc,
vous aurez compris le principe, plus le terrain est difficile et plus le joueur va bénéficier de points supplémentaires. À l'inverse, plus je vais jouer un terrain facile, donc avec un slope bas, avec un SSS bas, et plus je vais avoir un nombre de points réduit. Vous aurez remarqué que les valeurs de slope et de SSS, on va dire, diminuent au fur et à mesure qu'on se rapproche du trou. Si je pars, en général, si je pars des repères blancs, je vais avoir un SSS et un slope qui va être plus élevé que si je pars de repères rouges. Donc sur un même terrain, des joueurs qui vont partir de repères différents n'auront pas un calcul identique. Les joueurs qui partent de repères rapprochés auront moins de points que ceux qui partent de repères éloignés. Donc voilà pour cet exemple de calcul. Simplement une petite explication sur ce calcul-là. Pour un joueur qui va être dans la gamme, on va dire, des joueurs d'index 20 à 30, finalement, voire plus, la partie qui va lui rapporter le plus de points va être la partie amenée par le slope. Beaucoup moins que la partie amenée par la distance. Et en fait, ça se vérifie dans on va dire, la nature du jeu de ces joueurs. Quand on est moyen en golf, pour ne pas dire mauvais, la vraie difficulté, ce sont surtout les obstacles. Et il y a un principe de base qui est moins on est bon et plus on se met dans la mouise. Et la présence d'obstacles, des roughs hauts, des arbres, des bunkers, des greens petits, ce sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les joueurs moyens. À l'inverse, plus on va se rapprocher de zéro, vous avez, mathématiquement, plus on va se rapprocher de zéro et plus cette partie-là du calcul va être faible. Un joueur d'ailleurs qui est zéro, qui est scratch, on peut multiplier zéro par ce qu'on veut, ça fera toujours zéro. Donc en fait, plus on va se rapprocher de zéro et plus finalement, ça va être la partie SSS moins par, donc la partie qui est plutôt caractérisée par la distance, qui va prendre le pas sur les points qui sont ajoutés ou retirés aux joueurs. Et on va dire que le joueur qui devient de plus en plus bon dans la pratique du golf, en fait, maîtrise de mieux en mieux ses trajectoires et finalement, son ennemi devient de moins en moins les éléments variables, les obstacles, on met de plus en plus comparativement la distance à jouer. Donc voilà pour la petite explication, on va dire, mathématique de ce système de slope. Et ça s'appelle slope tout simplement parce que le calcul indique bien finalement on va dire l'accroissement de la difficulté en fonction on va dire de l'affaiblissement du niveau du joueur. Le slope, ça signifie pente et c'est la matérialisation mathématique de cette pente qui a donné ce nom à ce qu'on appelle le slope system. Donc voilà pour le calcul des cours au-dessus des points que l'on va attribuer aux joueurs. Donc, plus le terrain va être difficile et plus le joueur va avoir de points, et plus il est facile, moins le joueur en disposera. On va voir maintenant un cas particulier, les joueurs qui ont un index supérieur à 36, donc 37, 38 jusqu'à 54. Il y a un petit calcul particulier mis en place depuis la saison 2012. On n'applique pas la méthode que j'ai indiquée dans la page précédente. On va faire la chose suivante. On va calculer le nombre de points auxquels aura droit le joueur 36. Dans l'exemple que je donne, toujours sur le repère jaune à Arcachon, mon joueur 36 va avoir droit à 39 points. Et donc ce joueur va avoir droit à 3 points supplémentaires. Et bien, ces 3 points supplémentaires, plutôt que de continuer à appliquer le calcul classique, on va en quelque sorte plafonner les points qu'on va attribuer aux joueurs qui sont de 37 à 54. Ces joueurs-là auront droit à 3 points supplémentaires maximum. Donc on calcule le nombre de points attribués au joueur 36, donc là en l'occurrence 39. Donc ce différentiel de plus 3, on va l'appliquer à tous les joueurs qui sont au-dessus de 36, donc de 37 à 54. Tous les joueurs auront plus 3. Donc le joueur 37 aura droit à 40 coups reçus, le joueur 54 aura droit à 57 coups reçus. Donc on peut aller au-delà de 54 coups reçus, soit dit en passant. Un autre cas particulier, le joueur professionnel. Le joueur professionnel, en réalité, n'a pas de handicap de jeu. Le joueur professionnel ne joue qu'en brut. Il a toujours systématiquement 0 coup reçu. Donc, dans le cas où on sort un résultat net dans lequel figure un joueur professionnel, vous verrez son résultat net sera toujours égal à son résultat brut, parce qu'il n'a pas de coup reçu. Donc, il n'y a pas de points retirés ou ajoutés par rapport au score brut pour calculer son score net.
un dernier cas particulier, le cas particulier des joueurs négatifs. Alors les joueurs négatifs, je vais revenir un cran en arrière, on leur applique bien. Donc les joueurs négatifs sont les joueurs dont l'index est inférieur à 0. On les appelle aussi, ça c'est les joueurs de golf, on les appelle aussi joueurs positifs. Pour compliquer un peu les choses, sont les joueurs donc qui ont un index en dessous de 0 et on les appelle joueurs positifs parce que ce sont eux qui rendent des coups au parcours et non pas le contraire. Donc pour ces joueurs-là, si on applique le calcul mathématique, on va parfois avoir des valeurs qui vont être inférieures à 0, donc par exemple moins 1 coup reçu, moins 2 coups reçus, moins 3 coups reçus. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui va rendre des coups au parcours et on va voir tout à l'heure dans quelles conditions par un exemple. Bien, alors ces coups auxquels a droit un joueur sur sa carte de score, en réalité, il va falloir maintenant les répartir. Donc les coups reçus des joueurs sont répartis sur le terrain, en priorité sur les trous les plus difficiles. Comment sait-on qu'un trou est plus difficile qu'un autre? On utilise en fait une échelle de difficulté qui va de 1 à 18. C'est ce qu'on appelle le handicapping des trous. Vous aurez peut-être remarqué, si je vais sur une carte de score, on va revenir en arrière, on va reprendre une carte de parcours. Alors c'est pas forcément un bon exemple, je ne vais peut-être pas sur ces cartes-là. Alors je vous montrerai tout à l'heure sur un exemple sur Extranet, le handicapping des trous. Donc cette valeur de 1 à 18 est déterminée alors par le club, par la commission sportive locale, ou ça peut être aussi sur recommandation de l'étalonneur qui est venu faire la mesure du terrain, en fonction des scores constatés sur chacun des trous. Le trou qui aura le handicapping 1 sera considéré comme le trou le plus difficile, et le trou de handicapping 18 sera considéré comme étant le plus facile. Alors je vais vous montrer un exemple tout de suite. On va aller sur Extranet. Voilà, là je suis sur le terrain de Spérone. Je vais prendre. Je vais pas. Non, alors je vais aller sur un autre exemple puisque on va aller sur Hermès. Je vais vous le montrer. Je vais éditer une carte de score et vous allez voir la difficulté des trous. On va zoomer un peu. Voilà. Vous voyez ici, donc, sur mon exemple de carte de score, c'est une carte faite sur l'Albatros. C'est pas mes vrais scores, hein, j'aimerais bien. Mais sur l'Albatros, c'est pas le cas. Donc le terrain de l'Albatros, vous avez donc ce que j'ai cité tout à l'heure, vous avez part de chaque trou, et vous avez au-dessus une ligne qui est le handicapping. Vous avez donc une échelle de difficulté qui va de 1 à 18, donc 1 étant le trou considéré comme étant le plus difficile, en l'occurrence sur l'Albatros ce sera le trou numéro 15, et 18 le trou considéré comme le plus facile, en l'occurrence le trou numéro 6. Et bien, les coups reçus attribués aux joueurs, en l'occurrence sur ma carte, j'ai droit à 29 coups reçus, j'ai un handicap de jeu de 29. Ils vont être répartis en priorité sur les trous les plus difficiles. Alors j'en ai 29, donc déjà je sais que je vais pouvoir en répartir uniformément sur les 18 trous du parcours. Donc j'ai au moins un coup reçu sur chacun des trous. Maintenant, il m'en reste 11 pour aller jusqu'à 29 à répartir. Eh bien, je vais les répartir sur les 11 trous les plus difficiles. Donc le trou de difficulté 1, de difficulté 2, de difficulté 3, etc. jusqu'au trou de difficulté 11. Ici, vous voyez, j'ai bien 2 coups reçus. Par contre, sur le trou de difficulté 12, vous le voyez ici, je n'en ai qu'un. Voilà comment se répartissent les coups reçus, en priorité sur les trous les plus difficiles. Donc le joueur qui a 3 coups reçus va avoir un coup reçu sur le trou de difficulté 1, de difficulté 2 et de difficulté 3. Voilà. Un cas particulier, donc je l'ai cité tout à l'heure. Là, j'ai pris Julien Brun, qui est un joueur qui a un index de moins 5,1. Eh bien, lui, c'est un joueur qui rend des coups au parcours. Donc, il va avoir, avec le calcul que j'ai cité tout à l'heure, un handicap de jeu de moins 3.
il va devoir rendre 3 coups au parcours. Et bien là, à l'inverse, en fait, les coups reçus vont être répartis en priorité sur les trous les plus faciles. Ce sont sur les trous les plus faciles qu'il va rendre des coups au parcours. Donc là, en l'occurrence, il va avoir un coup en moins pour le calcul du net sur le trou de difficulté 18, le 6, un coup en moins sur le trou de difficulté 17 et un coup en moins sur le trou de difficulté 16. Voilà, au total, donc, moins 3 coups reçus pour Julien Brun. Donc voilà pour l'explication sur la répartition des coups reçus sur le parcours. Alors, je vais revenir à ma diapo. Voilà, donc pour ce qui est du handicapping des trous. Vous aurez peut-être remarqué, sur les exemples que j'ai donnés, tous les trous de difficulté pair étaient situés sur l'aller et les trous de difficulté impair étaient situés sur le retour. C'est un conseil fort qu'on donnera, c'est une recommandation, de manière à faire en sorte quand même que les coups reçus des joueurs soient répartis de manière assez uniforme sur l'ensemble du parcours. On va dire l'état de forme d'un joueur n'est pas toujours le même d'un joueur à l'autre. Il y a des joueurs qui sont très forts qui commencent très fort et qui ont du mal à terminer leur parcours et l'inverse. Si par exemple sur certains terrains les coups reçus étaient attribués de manière quasi systématique uniquement sur l'aller, ça privilégierait certains joueurs par rapport à d'autres. Donc on a besoin quand même on va dire, de répartir des coups reçus de manière assez uniforme entre l'aller et le retour. Et techniquement, le moyen de le faire, c'est de faire en sorte que les trous de difficulté pair soient sur l'aller et de difficulté impair soient sur le retour, ou l'inverse. Généralement, quand la direction sportive, le sport amateur est sollicité pour la mise à jour du handicapping des trous par un golf, le conseil est donné de faire cette répartition uniforme avec les trous impairs d'un côté et pairs de l'autre. Bien. Alors, tout ceci est fait pour nous permettre de calculer un net Stableford pour pouvoir évaluer la progression du joueur. Donc, quand on joue en compétition, donc on fait sa performance, donc on apparaît dans le classement local, mais à la fin de l'épreuve, les scores sont transmis à la base fédérale Fléol, qui va regarder la performance réalisée par les joueurs pour calculer leur nouvel index. Lorsque Fléol reçoit les scores envoyés par un club, il transforme ces scores en Stableford, en points Stableford, et plus précisément en points Stableford net. Alors je ne vais pas revenir sur le détail du calcul en Stableford, simplement repréciser qu'en Stableford, quand vous jouez votre niveau, quand vous jouez en fait votre part, vous marquez 2 points par trou. Il y a 18 trous à jouer. Quand vous jouez votre part sur l'ensemble d'un parcours, vous marquez 36 points. La valeur pivot en Stableford, c'est 36 points. Donc, schématiquement, un joueur qui fait plus de 36 points Stableford fait une performance. Un joueur qui fait moins de 36 points Stableford fait une contre-performance. Quand Fléol reçoit des scores pour calculer la progression des joueurs, il transforme tout en Stableford et il va comparer le score net Stableford à 36. Mais il y a un élément qui intervient quand même avant ce calcul-là, c'est ce qu'on appelle la zone tampon ajustée, anciennement SSJ. La zone tampon ajustée, c'est une valeur qui est calculée automatiquement, donc qui n'est pas déterminée par le club organisateur, qui va tenir compte, on va dire, de la nature de l'ensemble des scores fournis, pour savoir si les conditions étaient favorables ou défavorables aux joueurs. Et lorsque les conditions étaient défavorables, on va primer, on va ajouter des points aux joueurs pour tenir compte de ces conditions favorables. Et à l'inverse, quand on se rend compte que les conditions étaient favorables, ou trop favorables, ou très favorables, on va pouvoir priver le joueur. Alors, on n'est pas très méchant, on va priver les joueurs, on va aller jusqu'à priver les joueurs d'1 point, et à l'inverse, quand les conditions sont défavorables, on va jusqu'à leur donner 4 points supplémentaires. Alors, comment est-ce que Fléol sait que les conditions étaient favorables ou défavorables? Tout simplement sur des comparaisons statistiques sur les scores qui sont fournis. Schématiquement, sans rentrer dans le détail du calcul de la zone tampon ajustée, parce que ça mériterait un webinaire entier, la zone tampon ajustée va être calculée en regardant l'ensemble des scores reçus. Et si, sur cet ensemble de scores,
les scores sont meilleurs que ce qui est habituellement statistiquement constaté, c'est que les conditions étaient favorables. S'ils sont moins bons que ce qui est statistiquement habituellement constaté, les conditions sont jugées défavorables, très défavorables, voire extrêmement défavorables. Et donc on peut aller jusqu'à donner 4 points supplémentaires aux joueurs et on peut même aller jusqu'à décider que la compétition ne compte pas à la remontée, c'est-à-dire que les joueurs qui ont fait une contre-perf ne sont pas pénalisés et ne voient pas leur index remonter. Donc ça, c'est le calcul de la zone tampon ajustée et elle va être prise en compte dans le calcul de la performance des joueurs. Alors, ce fameux calcul de performance, on va s'appuyer sur le score net Stableford fourni par le club pour le joueur. On lui retire la zone tampon ajustée et on compare, oui, j'ai oublié un petit mot dans ma diapo, on compare cette valeur à 36 pour obtenir ce qu'on appelle le différentiel. Le différentiel, c'est donc 36 moins le score net Stableford moins la ZTA. Un exemple, si un joueur fait 38 points Stableford, déjà le joueur il sait qu'il est en situation de performance, il a fait mieux que 36. En général, on le sait quand on fait ce genre de performance. Sur une compétition, le petit suspense, c'est qu'on ne sait pas à combien va être calculée la ZTA. Donc le joueur éventuellement sait qu'il peut éventuellement être privé d'un point si les conditions sont jugées favorables. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. On a même considéré que les conditions étaient plutôt défavorables. On va le primer d'un point. Donc une ZTA à -1 va ajouter un point au joueur qui va passer de 38 à 39 points Stableford. On compare le pivot 36 à son 39 points Stableford et on va obtenir -3 de différentiel. Différentiel négatif, c'est une progression. Différentiel nul, c'est-à-dire le joueur qui joue 36 par rapport au 36 pivot, en gros, il a joué ce qu'on attendait de lui, il ne progresse pas, il ne régresse pas, il stagne, sa valeur d'index va rester identique. Et puis le joueur qui produit à l'inverse un différentiel positif, donc selon le calcul, il aura joué moins de 36 points Stableford, lui il sera en situation de contre-performance, il va régresser. Attention, pour les régressions, on va quand même regarder si le joueur ne se trouve pas dans ce qu'on appelle la zone tampon. La zone tampon, c'est une zone de tolérance, si vous voulez, qui permet à un joueur de ne pas être pénalisé, de ne pas avoir son index qui remonte s'il a fait une légère contre-performance. La notion de légère contre-performance, elle est fixée dans un tableau que vous retrouverez dans le Vademecum sportif et que vous avez également à l'écran. Alors par exemple, un joueur de catégorie 4, on va voir tout à l'heure les catégories d'index, s'il fait entre 32 et 36 points Stableford, donc là on est bien dans un cadre de contre-performance, mais légère contre-performance, eh bien il ne remonte pas. Sur 9 trous, s'il fait 34 points Stableford ou jusqu'à 36, il ne remonte pas. Donc voilà pour les valeurs de zone tampon. Alors tout ceci est fort heureusement automatiquement calculé par Fleol à la réception de score, mais il est important que vous puissiez comprendre comment les choses fonctionnent. On passe à la diapo suivante. Et maintenant, pour calculer la nouvelle valeur d'index, on sait si le joueur a fait une performance ou une contre-performance en fonction de ce différentiel. Maintenant, on va devoir calculer sa nouvelle valeur d'index. Alors, pour calculer la nouvelle valeur d'index, on va multiplier le différentiel par un coefficient qui correspond à la catégorie du joueur. Donc, les joueurs qui sont, par exemple, de catégorie 1, le coefficient est de 0,1. Les joueurs de catégorie 2, 0,2, catégorie 3, 0,3 et ainsi de suite. Alors, comment ça se traduit mathématiquement? Notre joueur de tout à l'heure, qui avait un différentiel de -3, c'est un joueur qui est 23,2 d'index, donc il est de catégorie 4. Et bien, chaque point de différentiel va lui ramener une progression. En fait, son index va baisser de 3 fois 0,4. Donc 23,2 moins 3 fois 0,4. On prend ces 3 points de différentiel, on applique le coefficient attribué à sa catégorie, le 0,4, et on trouve une nouvelle valeur à la virgule près. Donc là, il se trouve que ça tombe juste, il va passer de 23,2 à 22,0. Voilà, la nouvelle valeur d'index pour ce joueur qui aura fait un différentiel de -3 va être 22. Et donc la ligne va s'insérer dans son historique, vous verrez, donc il va passer de 23,2 à 22 sur sa nouvelle ligne. En cas de contre-performance, on n'applique pas de coefficient dans ce cas-là, c'est-à-dire que autant la descente, la progression, elle est majorée par un coefficient,
autant la remontée, elle est forfaitaire, elle est fixe. Donc, on va regarder de combien le joueur va remonter en fonction de sa catégorie. S'il fait une contre-perf, là par exemple, mon joueur de catégorie 4, s'il avait fait une contre-perf, il serait remonté de, excusez-moi pour la diapo, pardon, il va remonter de 0,1. Donc il serait passé de 23,2 à 23,3. Voilà. Et puis donc le joueur qui est en zone tampon ou qui fait un différentiel pile à 0, ben lui, le joueur ne va pas bouger, il va quand même avoir une nouvelle ligne dans son historique, mais sa valeur va rester à 23,2. Donc en résumé, je prends mon différentiel et je multiplie par le coefficient correspondant à la catégorie du joueur. Je retire ça à l'index précédent et j'obtiens la nouvelle valeur d'index. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette présentation, en espérant avoir été clair. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et pour les personnes qui sont présentes en direct, nous allons passer à la partie questions-réponses.